Salut à tous, c'est Alan Duke, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous voyez, je vous propose une nouvelle émission qui s'appelle Et si? Et si, trois petits points, avec une question derrière. Donc nous allons régulièrement se retrouver avec une question et je pensais que pour une première émission qui pose des questions, et je trouve qu'elle est très très pertinente, c'est Et si la théorie du complot n'en était pas une? Donc il est clair que quand on aborde ce sujet, puisque aujourd'hui plus que jamais avec, ce qui se passe actuellement, sur le monde, donc dans notre monde, beaucoup de personnes se font traiter de théoriciens du complot et puis, je suis le premier à aussi à avoir droit à cette «étiquette» entre guillemets, il est clair que, de dire qu'il n'y a pas de complot, je pense que c'est, surtout, on peut dire ça quand on a un énorme manque de connaissances. Donc je veux pas bien sûr, je ne veux pas maintenant, tout de suite me faire des ennemis en disant ça, mais il est clair que quand on s'intéresse à la psychologie humaine, au fonctionnement, du mental humain, que la théorie du complot, ce n'est pas une théorie, c'est une science qu'il faut connaître et de comprendre aussi que la théorie du complot ou bien le complot en règle générale, c'est le propre de l'être humain puisqu'il ne fait rien d'autre que de comploter. On a seulement besoin de regarder ce qui se passe dans les entreprises, quand on travaille dans un quartier, comment le voisinage se comporte au sein d'une famille, les complots qu'ils peuvent avoir au sein d'une famille, etc. Même parfois la mère qui va faire un petit complot pour avoir un résultat auprès de son enfant, ou le père bien sûr. Donc on comprend que, le mot complot déjà, rien que ce mot-là, ça a un lien direct avec nous. Donc nous sommes de comploteurs, des complotistes, enfin tout comme on veut l'appeler et c'est très intéressant aussi, dès le moment où on comprend ça, de basculer bien sûr vers cette allégorie qui est celle du berger. Donc l'idée faussée que l'humanité a souvent, puisqu'il faut savoir que chaque être humain qui vient sur terre a 2 référents, donc 2 personnes qui vont représenter une référence dans sa vie. D'un côté, nous aurons le père, de l'autre côté, la mère. Donc, chaque enfant, normalement, vient au monde entouré d'un père et d'une mère. Et ces 2 piliers, on peut dire, dans sa vie, vont représenter une forme de structure pour le reste de sa vie. Et en l'occurrence, dans notre monde, plus tard, et ça c'est d'une manière inconsciente, ce que la personne va voir en tant que père va représenter le gouvernement. Et de l'autre côté, bien sûr, la mère, celle qui a soigné et nourri l'enfant, on va être plutôt du côté des lobbies pharmaceutiques, de tout ce monde, donc le monde thérapeutique, donc les thérapeutes, les médecins et tout ça, les infirmières qui vont représenter ce côté féminin matriarcal. Donc, et là, il est clair que si la personne a été bien éduquée, entre guillemets, qu'elle avait des parents de bonne qualité, voilà, que plus tard, quand elle va grandir, d'une manière subliminale, inconsciente, elle va voir derrière le gouvernement second père, puisque derrière, quand on parle de gouvernement, il faut attacher bien sûr aussi l'armée, les forces de l'ordre, toute cette partie-là, donc qui représente le père. Et de l'autre côté, on a bien sûr tout ce qui représente le monde médical, qui va représenter la mère. Et il est clair que quand on vient auprès d'une personne et on leur explique que les gouvernements ce ne sont pas de bons pères. Et le monde pharmaceutique ou bien le monde médical, ce n'est non plus pas une bonne mère. Il est clair qu'à partir de là, ça bug auprès de la personne et puis elle va vous traiter, vous, de conspirationniste. Comment peux-tu dire que mon père n'est pas bon et ma mère n'est pas bonne? Mais tout ça, il faut comprendre que ça se joue, c'est subliminal d'une certaine manière. Et l'allégorie du bon berger, justement, qui représente aussi ce père qui est bienveillant sur son cheptel, donc sur son troupeau de moutons, puisqu'il protège les moutons de l'agression potentielle du méchant loup. Et là, en l'occurrence, avec ce qui se passe actuellement, ce n'est pas un loup qui nous attaque, mais ce serait un méchant virus. Donc, et puis, bien sûr, après, on va pour protéger, bien sûr, le peuple, les moutons du méchant loup, le virus, on va chercher des chiens de garde qui représentent les forces de l'ordre, mais aussi, là, on a aussi le monde médical qui va représenter ceux qui sont là pour protéger les personnes. Donc on comprend qu'on joue toujours sur ces symboles très puissants et il est clair que pour des personnes qui se sont construites sur cette image du père et de la mère, de leur parler de conspiration, que les gouvernements, ce sont des crapules, que les lobbies pharmaceutiques, ce sont des crapules, que le monde financier, ce sont des crapules, que les journalistes, ce sont des crapules, à un moment donné, les personnes disent t'es fou, t'es malade de dire des conneries pareilles. Et pourtant, et pourtant. Et là, je vais vous donner quelques exemples pour un petit peu voir l'histoire dans laquelle nous baignons maintenant
des siècles et des siècles. Et je vais vous donner quelques petits exemples en ce qui concerne l'histoire. Par exemple, Jekyll Island, en 1910, nous avions donc des grandes réunions de banquiers qui se sont réunis au large des côtes américaines sur une île qui s'appelle Jekyll Island. Et donc, ces financiers, ils avaient prévu de prendre le contrôle de l'économie américaine. Et il faut savoir qu'en 1913, c'était au moment de la veille de Noël, donc c'était au Congrès américain, il y a une loi qui a bien permis à ce que ces banquiers puissent prendre le contrôle de l'économie américaine, et ce qui a donné donc la Fed, donc la Federal Reserve américaine. Et là, à partir de ce moment-là, on a l'Amérique qui bascule complètement sous le contrôle de financiers, voilà, qui sont bien sûr ils ne sont pas dans le collectif, ce sont des hommes d'affaires qui veulent faire du business. Donc, automatiquement, l'Amérique va basculer, il va complètement tomber sous le joug de ces financiers sans scrupules. Et là, même le président de l'époque, Woodrow Wilson, à un moment vers la fin même derrière, après son mandat, il a même dit j'ai fait la plus grande erreur de ma vie en permettant à ce que des banquiers prennent le contrôle de l'économie américaine. Et nous avons un peu le même phénomène qui s'est produit dans les années 70 avec Pompidou, qui va permettre, donc, ne pas oublier que Pompidou, c'est quand même un homme qui, avant de faire de la politique, était banquier, il travaillait dans la banque de Rothschild, donc il a fait passer une loi qui était très intéressante, puisque à partir du moment où cette loi a passé, l'économie américaine, je vais dire, l'économie française, donc le gouvernement français, s'était s'empêchait de faire un crédit, donc avec la Banque centrale française, mais devait passer par des banques privées avec des intérêts, bien sûr, puisque si maintenant il se faisait des crédits dans la Banque centrale française, c'était des crédits sans intérêt, alors qu'en passant par des banques, des organismes privés, la France s'était soumise aux intérêts. Et c'est ça aussi l'engrenage dans lequel tous les pays du monde se trouvent aujourd'hui, c'est-à-dire que à cause de ces intérêts, les intérêts s'amplifient, ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent, et à un moment donné, on se retrouve avec des pays qui ne font rien d'autre que de payer des intérêts. Donc, ils n'arrivent jamais à commencer à entamer le remboursement du crédit proprement dit. Et cette loi s'appelle la loi Pompidou, donc qui est reliée au Rothschild. Aujourd'hui, on sait que le président actuel est aussi un financier, c'était un ancien financier qui travaillait pour la banque de Rothschild, et quand on regarde les dégâts qu'il est en train de faire actuellement en France, c'est exactement la même chose. Voilà, maintenant nous allons retourner en arrière dans l'histoire, et je vais vous donner un autre exemple qui est très intéressant, puisque je pense que le plan, il a été établi, c'est-à-dire pour basculer notre monde dans ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Donc, ils se sont donné un siècle, 100 ans. Et pourquoi je ose dire un truc pareil? C'est pour la simple raison que si vous prenez par exemple le dollar américain, le $1, le fameux billet où il y a cette fameuse pyramide représentant la franc-maçonnerie, entre autres, il faut savoir que ce billet n'a pas été il n'a pas toujours eu la même forme du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que ce billet, il a changé au cours du temps, donc ils ont modifié les symboles, ce qui était à l'intérieur de ce billet. Et donc en 1935 va apparaître sur ce billet, sous la pyramide, donc un texte très parlant, Novus Ordo Seclorum. Donc Novus Ordo Seclorum veut dire en latin nouvel ordre, donc en français ça veut dire nouvel ordre séculaire. Le mot séculaire nous parle d'un siècle. Donc si maintenant on prend conscience que ce billet est sorti en 1935, si j'ajoute un siècle, j'arrive à 2035. Et là, nous sommes aujourd'hui en 2021. Donc, il y a encore quelques années à venir avant le plan qu'ils se sont donné pour faire basculer notre monde vers ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Donc, il y a encore quelques étapes à franchir. Bien sûr, le plan actuel où on est au stade actuel, c'est-à-dire on est en train de basculer tout doucement vers une forme de dictature écolo-sanitaire, donc on va dire comme ça. Donc, il y a l'écologie, il y a le côté sanitaire. On est à deux doigts de passer dans une grande crise économique aussi, donc un krach boursier planétaire. Donc, on comprend à un moment donné que comme ce sont de grands joueurs d'échecs, il est clair qu'ils ne vont pas perdre le contrôle du monde, puisqu'ils avaient déjà calculé depuis longtemps que si maintenant on est gestionnaire, donc quelqu'un qui sait un petit peu calculer, que ce système économique comme il était en place ne pouvait pas perdurer pendant des siècles et des siècles et des siècles. Donc à un moment donné viendrait où il va falloir basculer vers quelque chose d'autre, et nous sommes tout doucement en train de vivre ce basculement. Donc le nouvel
ordre séculaire. Donc, ils nous disent bien, on s'est donné, il y avait une sorte d'agenda qui a été établi en 1935. On va se donner 100 ans pour réussir à faire basculer le monde d'un système économique comme on l'a connu encore aujourd'hui, pas plus, voilà, et on va basculer vers ce qu'on appelle cette fameuse dictature écolo-sanitaire avec, si vous voulez des modèles, regardez un petit peu ce qui se passe en Chine, regardez les écrits de George Orwell ou d'Aldous Huxley et vous aurez une petite vision de ce qu'ils sont en train de nous préparer d'une certaine manière. Et en ce qui concerne maintenant, par exemple, encore une fois, les sceptiques par rapport à ce sujet qui est la conspiration, j'aime bien citer quand même un personnage quand même haut en couleur très important historique qui s'appelle David Rockefeller. Donc David Rockefeller, c'était quand même un homme qui a dit dans son propre livre, c'est un livre qui s'appelle Memories, donc il dit dans son propre livre la phrase suivante, donc je la connais presque par cœur, donc excusez-moi s'il y a quelques erreurs, mais je vais la citer par cœur. Certaines personnes prétendent que moi et ma famille faisons partie d'une cabale secrète, œuvrant contre les intérêts des États-Unis, me caractérisant moi ainsi que les autres en tant qu'internationaliste, voulant créer une monnaie unique, un monde unique. Si cela sont les accusations qui sont portées à mon égard, je l'avoue et j'en suis fier. Donc, dans cette phrase, il dit que certaines personnes prétendent que je fais partie d'une cabale secrète, et à la fin, il dit « je l'avoue, j'en suis fier ». Donc, à partir du moment où un homme aussi important que dans l'histoire, et pas seulement l'histoire économique, mais il était dans le monde justement des médias, dans le monde pharmaceutique, donc la fondation Rockefeller et tout ça, quand on connaît l'importance de ce personnage, et quand on l'entend dire « j'avoue que je fais partie d'une cabale secrète œuvrant contre les intérêts des États-Unis », je veux dire, à partir de là, c'est pas Alan Duke qui vous l'a dit, c'est David Rockefeller. Ok ? Bon, même si aujourd'hui, il n'est plus là, s'il est décédé. Mais ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est de voir aussi un petit peu, par exemple, quand vous allez à New York, vous allez vous promener devant le fameux Rockefeller Center, donc un gigantesque bâtiment style Art déco, donc vraiment une bâtisse très, très impressionnante. Ben, devant le bâtiment se trouve la représentation, donc une statue d'un dieu grec. Et en l'occurrence, le dieu qui est représenté, c'est le dieu Prométhée. Donc ce dieu, il est connu pour plusieurs choses. Il a créé l'humanité, c'est quand même pas rien. Donc avec la déesse Athéna, il a co-créé l'humanité. Mais à côté de ça, on va dire que l'histoire la plus connue de Prométhée, c'est qu'il a volé le feu des dieux pour éclairer l'humanité avec ce feu. Et alors ce qui est intéressant, c'est de voir cette statue devant le Rockefeller Center, la manière dont elle est représentée, où ce dieu, il flotte, vous voyez qu'il y a comme le sommet, c'est comme si on voyait le sommet d'une montagne, d'accord ? Et lui, il est au-dessus, il flotte par-dessus, et il tient dans la main, il tient le feu qu'il a volé au dieu. Et donc, entouré d'un anneau avec les 12 signes du zodiaque. C'est comme si ce personnage représentait le 13e signe du zodiaque, qui est en l'occurrence celle du serpentaire. Bon, bref. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, il faut vous imaginer aussi que quand ces personnages, David Rockefeller et toutes ces personnes, installent des statues de personnages mythologiques devant leur bâtiment, ils ne font pas ça au hasard, ils ne vont pas mettre n'importe quoi devant le bâtiment. Ici, en l'occurrence, ils ont mis le symbole du porteur de lumière, celui qui a volé le feu des dieux et avec lequel il voulait éclairer l'humanité. Puisqu'il faut savoir, parce qu'ici on est dans la mythologie grecque, mais il faut savoir que le dieu Prométhée, quand on bascule vers l'ère des Romains, donc, ce dieu Prométhée ne s'appelle plus Prométhée, mais il s'appelle Lucifer. D'accord ? Donc quand on utilise le terme d'Illuminati, qui veut dire quelqu'un d'illuminé, ben, quand on voit un personnage qui représente celui qui éclaire l'humanité, donc éclairé, illuminé, vous savez, c'est un petit peu la même chose. Hein. Donc, si ces personnes, David Rockefeller, mettent le personnage Lucifer, le porteur de lumière devant leur bâtiment, on peut assez objectivement dire que eux s'estiment, c'est eux-mêmes s'estiment être des personnes très éclairées, très illuminées. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, le terme d'Illuminati n'est absolument pas exagéré. Donc, il existe réellement, nous avons affaire aux Illuminati, des personnes éclairées qui ont des connaissances ésotériques, psychologiques, hermétiques, à tous les niveaux. C'est-à-dire, ils ont tellement de connaissances que ces connaissances leur permettent de contrôler le monde, et cela depuis des siècles et des siècles, qui se transmettent, bien sûr, de génération en génération. Donc, quand on voit ce fameux David Rockefeller avec sa phrase,
le personnage qu'il a mis devant son bâtiment, ou bien la famille qui va mettre ce personnage devant le bâtiment, de savoir qu'il a co-créé avec Zbigniew Brzezinski, un conseiller politique américain donc d'origine polonaise, Zbigniew Brzezinski, qui était un petit peu l'Atali français aujourd'hui, donc écoutez bien, retenez bien ce nom, Zbigniew Brzezinski. Il a confondé avec David Rockefeller en Amérique la commission trilatérale. Ensuite, on prend le même David Rockefeller qui va créer en Europe, il va co-créer avec le roi de l'époque des Pays-Bas les fameux Bilderberg, donc c'est-à-dire une réunion annuelle donc qui va se faire quelque part dans le monde, donc où il y a des personnes de tout niveau, des personnes importantes de toute manière, que ce soit des banquiers, des politiciens, des financiers, des journalistes et tout ça, qui vont se réunir. Ils auront donc des ateliers de discussion. Voilà, ça s'appelle donc les réunions Bilderberg. Et puis donc, dans ces réunions, ils sont encadrés, bien sûr, puisque ce sont des personnes très importantes. Il y a bien sûr les forces de l'ordre de la région qui vont les protéger, puisque ce sont des personnes, qu'il faut protéger. Et donc, ces grandes réunions ont lieu une fois dans l'année. Et puis, ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a aucun compte rendu. Donc, il y a des personnes qui se réunissent, qui vont avoir des grandes discussions entre elles. Et puis, pour le peuple, tout ça, ça doit rester un peu secret, plus ou moins. Et c'est tellement gardé au secret. Enfin, et c'est là encore une fois qu'on peut rajouter une petite couche par rapport à l'idée de la conspiration et que certaines personnes qui devraient faire leur métier ne font pas leur métier, en l'occurrence les journalistes. On a un très bel exemple avec Yves Calvi, donc dans une de ses émissions, donc qui passait sur la 5, donc TV5, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais c'est dans l'air. L'émission C'est dans l'air. Donc c'est intéressant de voir justement parmi les spectateurs qui regardaient l'émission, puisque le sujet de l'émission c'était le pouvoir, les pouvoirs des instances, des différentes instances à travers le monde. Et là il y a un spectateur qui pose la question justement: que pensez-vous du pouvoir des Bilderberg, donc dans les décisions qui seront prises par les gouvernements? Est-ce que vous pensez qu'ils ont un pouvoir quelconque, etc. Et donc, c'est intéressant de voir dans cette vidéo Yves Calvi, donc qui est quand même rédacteur en chef de un peu partout, donc il est sur Canal+, il est sur RTL, etc. Donc, il a déjà du mal à prononcer le mot Bilderberg. Bilderberg, c'était la première réunion a eu lieu aux Pays-Bas dans un hôtel qui s'appelle Bilderberg, donc c'est de là que vient ce nom. Il a du mal à prononcer ce mot, et il dit non, je connais pas. Et là, il fait un tour de table, puisque dans l'émission, il y a toujours des personnes qui sont invitées, et en l'occurrence, c'était beaucoup de rédacteurs en chef de journaux français très connus. Il les regarde, il dit vous connaissez, et puis les rédacteurs en chef, ils disent non, on connaît pas. Et là, je me dis, attends, c'est quoi cette histoire-là? On a un rédacteur en chef, on a un journaliste qui fait semblant de ne pas connaître les Bilderberg, qui pose la question à d'autres rédacteurs en chef de journaux très connus français, et ils font tous semblant de ne pas connaître. Donc, si ça, ce n'est pas une sorte d'omerta, c'est-à-dire une autocensure de ne pas aborder un sujet qui serait gênant d'aborder dans une émission qui est regardée, une émission mainstream, donc qui est regardée par un large public, dès là, on peut quand même avoir un petit peu le doute concernant cette histoire de théorie du complot. C'est-à-dire qu'il est clair que quand on comprend le mécanisme mondial, que c'est une pyramide, une structure pyramidale, où bien sûr tout est contrôlé par une minorité de personnes qui se trouvent au sommet d'une pyramide et que progressivement ça descend avec des ordres qui sont donnés, où tout en bas de la pyramide, il y a des personnes qui vont faire des choses, ils ne savent même pas pourquoi ils le font, mais de comprendre que de par cette structure pyramidale, le tout est dirigé par une petite minorité de personnes tout en haut de la pyramide. Et ça, on va retrouver, donc il faut s'imaginer que chaque domaine, dans les domaines clés du monde, que ce soit l'énergie, le monde pharmaceutique, le monde économique, l'armement, l'alimentaire et tout ça, donc ce sont des pyramides, des structures pyramidales avec cette hiérarchie, et de s'imaginer que toutes ces pyramides, avec déjà leur propre structure pyramidale, de créer une pyramide par-dessus le tout. Et là, automatiquement, on comprend que nous aurons affaire à une quantité de personnes qui n'est pas très importante, qui ont la possibilité de contrôler le monde et qui ont établi un agenda qui est déjà, enfin un agenda, c'est cette histoire de nouvel ordre séculaire, donc sécularum, donc 100 ans pour réussir à faire basculer le monde dans un système de contrôle beaucoup plus performant qu'il n'a jamais été, mais de comprendre aussi que le système d'exploitation dans lequel nous vivons, c'est un système qui existe depuis des siècles et des siècles et des siècles.
Donc voilà, en gros, un petit peu pour cette première, je pense que nous avons fait un petit tour. J'aurais pu expliquer des tonnes et des tonnes de choses, mais le but du jeu, c'est pas forcément comment dire, d'aborder des heures et des heures de conspiration, de choses comme ça, mais de dire tout simplement, de poser des questions. Moi, ma question, c'est comment est-ce que sur un billet d'1 $ peut avoir des symboles aussi parlants, d'accord? Donc, qui nous parlent d'un plan séculaire, un siècle, de comprendre un petit peu aussi comment l'économie américaine a basculé, qui est complètement passée sous le contrôle de banquiers privés, donc à un moment donné de l'histoire, des personnages comme Pompidou qui étaient banquiers Rothschild, qui ont fait basculer la même chose, où ils ont carrément mis la France dans un système monétaire où la France ne pouvait plus s'en sortir, c'est mathématique, je veux dire. Après, de comprendre aussi ces personnages comme David Rockefeller, qui n'étaient pas des petits personnages historiques, ce sont des personnages qui avaient vraiment la mainmise sur tout, donc qui ont explicitement expliqué dans leurs propres livres, leurs propres mémoires, qu'ils font partie d'une cabale secrète. Et de voir des journalistes derrière qui font semblant de ne pas connaître des instances hyper importantes qui contrôlent aussi le monde, puisque comme par hasard, dans les réunions Bilderberg, il y aura toujours des personnes clés qui, au moment où ils ont assisté à ces réunions, avaient des postes, on va dire, humbles, ils n'étaient pas vraiment connus, et dès le moment où ils ont assisté à des réunions Bilderberg, ils deviennent Premier ministre, ils deviennent président, et là je parle de Tony Blair ou de Bill Clinton, etc. Donc à un moment donné, voici des questions qu'on peut se poser. Est-ce que la théorie du complot, c'est vraiment qu'une théorie, ou bien est-ce qu'il n'y a pas des choses à comprendre, de voir le fonctionnement humain, aussi la psychologie humaine, que nous sommes tous des complotistes quelque part, voilà, nous avons ça en nous, et qu'aussi longtemps que nous n'aurons pas réglé cet aspect-là à l'intérieur de nous, ben nous revivrons tout le temps ces mêmes choses à l'extérieur. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Ciao, ciao.